Grand 7, le premier semestre 1664. La situation diplomatique française. En Lorraine, le 3 septembre 1663, 3 jours après qu'Ahmed Louis XIV a passé en revue les troupes du maréchal de La Ferté, venu renforcer le siège de Marsal, le duc de Lorraine Charles IV cède et vient signer à Metz un traité qui donne définitivement Marsal à la France. Après avoir fait plier le duc de Lorraine, Louis XIV doit encore faire s'incliner le pape. Les négociations entre la France et le Saint-Siège traînent depuis 18 mois. Elles ne vont pas au gré de Louis XIV, qui décide d'envoyer à Rome une armée commandée par le maréchal Duplessis. Arrivé à Lyon, le maréchal reçoit un contre-ordre du roi. Alexandre VII, pressé par cette menace d'intervention française, s'est enfin décidé, le 12 février, à signer un accord. Par ce traité de Pise, le pape révoque le chef de la police du Saint-Siège. Il dissout sa garde corse et il accepte d'envoyer son neveu, le cardinal Chigi, à la cour de France en qualité de légat pour marque d'une sincère réconciliation de sa sainteté avec le roi. Une pyramide sera édifiée sur les lieux de l'attentat pour rappeler que Louis XIV en a obtenu réparation. En échange, les Français acceptent de rendre Avignon au pape. Toutes ces clauses vont être respectées. Le cardinal Chigi, reçu à Fontainebleau dans la chambre royale, va présenter les excuses officielles du pape à Louis XIV. Bussy-Rabutin se félicite de cette glorieuse cérémonie. Il faut convenir que la souveraine puissance ne pouvait être soutenue avec plus de grandeur qu'elle le fut en cette rencontre, et que le roi, en donnant par là une leçon aux souverains de ne pas l'offenser légèrement, leur apprend à tirer de la gloire des plus cruelles injures. Mais la souveraine puissance de Louis XIV, reconnue il est vrai en Europe, est mise à mal par les corsaires d'Alger qui continuent à se jouer des vaisseaux du roi et à hanter les côtes de Provence. Le jour même de la signature de l'accord de Rome, Beaufort informe Colbert que 2 galères garde-côtes ont pris en chasse 2 brigantins turcs qui rôdaient près de Toulon et qu'elles en ont capturé un. L'autre s'est sauvé à la voile parce que ces 2 galères ne sont pas des mieux, avoue Beaufort. On emploie pourtant les grands moyens. Nos vaisseaux, rapporte la Gazette de France, ont amené à Toulon une barque des Turcs avec une caravelle dont le capitaine était un renégat qui a été jeté dans la mer pour le châtier des mauvais traitements qu'il avait fait aux chrétiens et donner de la terreur à ses semblables. Peine perdue, le 3 mars, alors que 7 vaisseaux commandés par Beaufort font escale dans le port de Marseille, 3 corsaires de Barbarie croisent tranquillement entre les îles au large de la ville. Maintenant que la France est en paix avec tous ses voisins, la seule menace qui subsiste en Europe est celle que fait peser l'armée ottomane en Hongrie. L'empereur ayant envoyé les premiers jours de l'année 1664 le comte Strozzi demander au roi du secours contre les Turcs, écrit Bussy-Rabutin, Sa Majesté lui accorda 4000 hommes de pied et 2000 chevaux dont il donna le commandement au comte de Coligny. Louis XIV pense que le soutien actif qu'il apporte ainsi à l'empereur aura pour effet de fixer les forces turques en Europe et qu'il aura ainsi les mains libres pour lancer son opération contre la Barbarie. La mise sur pied de l'expédition de Barbarie. Il est urgent d'agir car Alger possède maintenant 28 vaisseaux de guerre et en a autant en chantier. La Guette active la préparation de la force d'intervention composée d'une quinzaine de vaisseaux de guerre, 8 galères de France, plusieurs dizaines de navires de transport et quelques 4 ou 5 000 hommes de troupes. L'ordre de Malte a décidé de se joindre à l'expédition française. Il fournira 7 galères et 1200 hommes. Mais cette force d'appoint n'est prévue, nous dit Pélisson, que pour la descente seulement. La tête de pont une fois consolidée, galères et troupes de Malte se retireront sans attendre la construction de la forteresse et du port de la future base française de Barbarie. Ces travaux prendront beaucoup de temps. Ainsi a-t-on prévu l'appareillage de l'armada dès les premiers jours de mai afin de disposer à Jugery de 4 à 5 mois avant les tempêtes d'équinoxe.
Ce calendrier implique un retour de l'escadre de Beaufort à Toulon avant le début du mois d'avril pour disposer du temps nécessaire au radoub de ces vaisseaux, à leur approvisionnement en vivres et munitions et à l'embarquement des troupes. Dès la fin janvier, Louis XIV a confirmé Paul au commandement des vaisseaux français. Monsieur le chevalier Paul, lui écrit-il, je suis bien aise de savoir que vous avez reçu la commission de mon oncle, le duc de Vendôme, pour commander les vaisseaux que je vais armer au Levant. C'est moi qui vous ai choisi pour seconder en cet emploi mon cousin, le duc de Beaufort. Le 7 février, Beaufort, en provenance de la cour, arrive à Toulon. Le 17, il se réunit en conseil avec le chevalier de Clerville, Laguette et monsieur de Coust, envoyés du roi, afin d'étudier, écrit Laguette à Colbert, les différentes entreprises qui pourraient se faire sur la côte de Barbarie. Pour moi, qui n'ai rien vu de tout ce qui se propose, ajoute l'intendant avec prudence, je n'opine que sur des maximes générales, sur le rapport d'autrui et sur les plans que j'ai vus avec soin. Et comme j'estime que nous devons observer que le poste que l'on voudra occuper soit facile à prendre, aisé à conserver et utile aux intérêts de l'État, il m'a paru que celui que vous a recommandé M. de Coust est celui où ces trois conditions se rencontrent le plus évidemment. Le poste ainsi retenu est Gigery, celui que Beaufort a recommandé au roi l'an passé. Au cours de ce même conseil, on décide que Clerville fournira une liste complète des techniciens et des matériaux nécessaires à la construction de la forteresse et du port de la future base française. Clerville s'acquitte rapidement de cette tâche. 10 jours plus tard, il remet son mémoire à l'envoyé du roi. Dès la mi-février, quelques compagnies des régiments désignés par le Tellier pour l'opération de Barbarie arrivent à Toulon. Avec l'embarquement de ces premières troupes, ressurgit et s'amplifie le conflit relatif au paiement des frais de subsistance des contingents de l'armée de terre embarqués sur les navires de la Royale. Les armées françaises n'ont plus fait d'opérations combinant les forces navales et terrestres depuis le débarquement en Toscane en 1646. Les budgets des deux armées sont totalement séparés et aucun poste n'est prévu pour la nourriture des troupes embarquées sur les navires de la Royale. Malgré plusieurs interventions de Colbert et de Le Tellier, ce problème, d'une portée en apparence bien limitée, n'est toujours pas réglé. Il va continuer à causer bien des soucis à Laguette et à Beaufort. Il réveille la rivalité traditionnelle entre l'armée de terre et la marine. Une nouvelle fois, les ministres vont devoir intervenir personnellement, mais sans jamais réussir à se mettre d'accord sur un règlement satisfaisant. En avril, Colbert donne ordre au capitaine des vaisseaux de nourrir les soldats d'infanterie pour 6 sols par jour. Une semaine plus tard, Laguette reçoit un autre ordre émanant cette fois de Le Tellier, lui disant de nourrir officiers et soldats sans rien rabattre de leur solde. Mais le ministre ne précise pas qui devra payer. Une semaine encore avant le début de l'opération, Laguette signale à Colbert que les commandants des galères refusent toujours de nourrir les officiers de l'armée de terre à leur table. Il s'inquiète car cette affaire rapporte du grabuge entre les officiers des galères et ceux des régiments. Dans sa dernière lettre adressée à Colbert, pour faire le point avant le départ de l'expédition de Barbarie, Beaufort signale que, malgré son intervention et son engagement personnel, la question n'est toujours pas réglée. Avant d'appareiller pour une campagne de printemps sur les côtes d'Espagne et de Barbarie, Beaufort prend une initiative malheureuse qui témoigne une fois de plus de son incompétence en matière navale. Furieux de constater que ses navires ne réussissent jamais à rattraper les navires turcs plus rapides, il a l'idée, pour le moins surprenante, de leur ajouter des rames et pour ce faire, de percer entre les sabords tous les navires, même la Royale et le Saint-Louis. Il est vrai, explique Jal, qu'on s'est servi longtemps dans les vaisseaux et surtout dans les frégates à corvette d'avirons de galère, soit pour s'aider pendant les calmes, soit pour aider au virement de bord. Mais en faisant alors passer les avirons par les sabords existants, jamais il n'a été question de percer le flanc des navires, opération qui affaiblirait dangereusement la structure des bâtiments. Les marins expérimentés le font poliment remarquer au duc qui ne veut rien entendre.
La Guette en informe Colbert. Quelques capitaines, inquiets pour la sécurité de leur vaisseau, écrivent directement au roi pour solliciter son intervention. À son retour de campagne, Beaufort l'apprend, il est furieux. Monsieur le duc de Beaufort, rapporte la Guette à Colbert, a fait quelque bruit sur ce que l'on avait écrit au roi qu'il avait fait percer les grands navires pour y mettre des rames. Et quand monsieur Paul et quelques autres lui ont voulu dire que cela affaiblissait les 10 vaisseaux, il s'est fâché contre eux, en sorte qu'il intimide si fort tous les gens de l'arsenal qu'ils n'osent plus quasi parler qu'à moi ni lui dire la vérité. Le changement de politique du divan d'Alger. Les mouvements de troupes et l'activité insolite du port de Toulon ne peuvent rester secrets. À Alger, les Turcs s'inquiètent. Le divan cherche à modifier sa politique à l'égard des nations européennes. En s'éloignant de l'Angleterre et de la Hollande, avec lesquels il a signé des accords en 1662, il espère se rapprocher de la France et éviter ainsi l'intervention militaire qui le menace. En janvier, la Gazette de France publie la lettre écrite à Alger par un Hollandais qui se plaint des violations constantes des accords passés entre son pays et Alger. Non seulement les pirates continuent à capturer les navires hollandais, mais Alger se refuse à restituer bâtiments et marchandises conformément aux clauses du traité qui les lie. Le Hollandais estime qu'il serait plus à propos de les y obliger par les armes, de faire équiper une flotte pour les réduire à la raison et arrêter le cours de leur piraterie. Car enfin, ajoute-t-il, c'est s'abuser trop aisément d'espérer quelque justice de gens qui n'ont ni Dieu ni loi, et dont les maximes sont de s'enrichir des dépouilles de ceux qui tombent en leur puissance. Comme ils n'ont point d'autre commerce, et que c'est pour eux une nécessité de continuer leur piraterie, on ne saurait en venir à bout que par la force. Le Hollandais insiste sur la nécessité d'agir vite, car ils sont déjà 28 bons navires à la mer, et ils ne cessent de faire travailler à d'autres, en sorte qu'on ne peut douter qu'il n'ait une flotte très redoutable, ce qui doit réveiller les plus assoupis et engager tous les États chrétiens à assembler leurs forces contre ses ennemis communs. Les Anglais ne sont guère mieux traités que les Hollandais. Un prisonnier mort raconte à Beaufort que, dans Alger, ils avaient étranglé 6 des principaux du divan, que 7 ou 8 autres s'étaient sauvés à la montagne et que tous ces meurtres étaient causés parce qu'ils avaient conseillé de rendre aux Anglais le corps de leurs navires marchands avec leurs équipages. Les Anglais ont tenté bien des fois de faire la paix avec eux, mais qu'ils avaient été refusés avec injure. Le consul des Anglais était si maltraité à Alger qu'ils l'ont mis à la chaîne et l'ont fait travailler au port comme un maçon. Le mort affirme enfin qu'à Alger, petits et grands souhaitaient la paix avec la France, mais qu'au lieu de les écouter, ils avaient été pour brûler leurs vaisseaux de coups de canon. La Gazette de France rapporte que les corsaires de Barbarie continuent leur brigandage avec tant de succès qu'ils ont en 2 mois enlevé 18 vaisseaux, tant anglais que hollandais, et 3 de cette république qui passaient en Espagne. Cela malgré l'arrivée en Méditerranée d'une escadre anglaise de 12 vaisseaux. En mars, la Hollande propose officiellement de joindre ces vaisseaux à ceux de la France pour l'expédition en Barbarie. Le bruit court également d'une possible participation des Anglais. Ces projets n'aboutiront pas, car la tension est grande entre la Hollande et l'Angleterre qui rivalisent pour la suprématie navale. Leur conflit se développe en Afrique, où les 2 nations se disputent le monopole commercial des esclaves et de la poudre d'or. En février 1664, le duc d'York, frère du roi et amiral en chef du royaume, reprend en Guinée une place que les Pays-Bas avaient enlevée à l'Angleterre et s'empare de l'île hollandaise de Gorée. Les bruits de guerre entre les 2 nations s'amplifient tout au long de l'année et vont culminer lorsque, en août, les Anglais s'empareront de la Nouvelle-Amsterdam en Amérique. La guerre finira par éclater au début 1665. Dans de telles conditions, on comprend aisément le désengagement de la Hollande comme de l'Angleterre dans le projet français d'intervention en Barbarie. En mars 1664, le divan d'Alger confirme officiellement sa volonté de se rapprocher de la France.
Il informe le consul Dubourdieu qu'il est disposé à traiter pour le rétablissement du bastion de France, rétablissement qu'il a toujours refusé depuis l'affaire Piquet en 1658. L'opération contre la barbarie résolument arrêtée, Louis XIV fait la sourde oreille.